qui ne sont pas à comparer avec les réfugiés. Ce sont des déplacés. Mais à Kinshasa, nous avons les refoulés. Donc ce sont des gens qui sont vulnérables, mais on a constaté qu'ils sont résilients. Alors, le GREC a mené une étude, une grande étude de 2 ans. Aujourd'hui, c'est la restitution. Alors, je vous présente le programme. Est-ce qu'on peut présenter les chers collègues, professeur Jean Liongo, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, distingués invités, camarades du grec et Nekin, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, au nom du groupe de recherche et d'études stratégiques sur le Congo, grec, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle salle de conférence du CEPAS, le Centre d'études pour l'action sociale, dénommée salle Père Boka. Et l'occasion faisant le larron, je tiens à signaler que cette salle porte le nom d'un illustre disparu. J'ai nommé le Père Boka. Si vous ne le savez peut-être pas, c'est lui le géniteur des hymnes nationaux du Congo. Et premièrement, l'hymne national, donc le debout congolais, c'est bien le Père Boka qui l'a créé. C'est un jésuite. Donc, merci d'être venu, d'avoir accepté de participer à cet atelier des parties prenantes qui clôture en fait le projet PDE sur l'économie des déplacements prolongés. Et je vous remercie. Avant de commencer, j'aimerais rectifier un peu le titre qui vous a été présenté. Je vais parler de l'économie déplacée, bien sûr, mais insister sur le contexte de la recherche et la méthodologie qui a été utilisée pour qu'on aboutisse aux résultats qui sont restitués aujourd'hui. Notre exposé sera structuré autour, bien sûr, de ces 4 petits points. Il y aura le contexte. On va essayer de dire en quoi consiste le projet, c'est-à-dire quels sont les objectifs. Et puis, nous allons nous attarder sur la méthodologie utilisée tout au long de la collecte de données et de l'analyse. Puis, il va s'en suivre une petite conclusion. Quel est le contexte de la recherche? Comme vous le savez, la RDC, entourée de 9 pays voisins, reçoit plusieurs personnes qui fuient soit la guerre ou autre chose et viennent se réfugier en RDC. Mais en se réfugiant en RDC, ils y restent pendant longtemps et ils peuvent se déplacer d'un lien à un autre. D'où nous avons dans ce contexte des déplacés internes, peut-être qui quittent une province pour une autre et vont élire domicile là où ils vont et où ils viennent d'autres pays. Mais comme indiqué, ils vivent là où ils sont, là où ils vont, les lieux qu'ils choisissent, les nouveaux lieux. Ils vivent dans l'incertitude, dans la misère et sont vulnérables. Parce qu'ils doivent vivre, ils doivent prendre en charge les pays dans la politique de la prise en charge de déplacés, à développer bien sûr des politiques pour leur prise en charge. Et parmi ces politiques, vous avez ce qu'appliquent les HCR et aussi OCHA ainsi que d'autres agences qui appuient les pays qu'on appelle care et maintenance, c'est-à-dire qu'on essaye de le prendre en charge avec les biens de première nécessité pourvu que
qu'ils mangent, qu'ils dorment, etc. Mais depuis un temps, se discute un peu le changement de paradigme. Est-ce que les garder là pendant longtemps en leur donnant de la nourriture serait une bonne chose, ou il faut développer d'autres paradigmes, d'autres modèles qui les aideraient à quitter l'état de vulnérabilité et vivre comme tout le monde dans les pays. C'est que vous attendrez souvent parler du nexus. Donc c'est une approche qui est en train de se développer pour voir comment lier l'humanitaire au développement. Comme on l'a annoncé, les déplacés que nous appelons des déplacés internes, qui intéressent plutôt les projets, sont ceux-là qui ont fait plus de 5 ans. C'est-à-dire ils sont là, plus de 5 ans, ils ont choisi de vivre là. Et nous avons bien signifié que l'étude a plus eu le focus sur les déplacés internes. Et ces déplacés qui font plus de 5 ans, ils deviennent déplacés, disons, long terme. Donc, il faut une solution à long terme, une solution durable qui le permet bien sûr de s'intégrer. 2 approches innovatrices. Parce que la première approche de ACR était de s'intéresser seulement aux concernés, aux cibles qui sont les déplacés. Mais tout autour de camps, tout autour de là où les déplacés vont, parfois même ils sont intégrés dans les familles qu'on appelle familles d'accueil, il y a d'autres personnes, donc ils sont dans la communauté. Et cette communauté peut être affectée par cette problématique de déplacés. Ils sont là, ils doivent vivre ensemble. Donc vous voyez, vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, ils sont là, ils s'imposent, ils doivent faire les marchés avec vous, ils doivent travailler aussi dans vos magasins, travailler dans vos entreprises. En quelque sorte, les emplois qu'ils trouvent là doivent être partagés aussi avec eux. Donc, la communauté qui reçoit ces déplacés est aussi affectée par la même problématique. Et ces personnes déplacées ou ces personnes qui se retrouvent dans cette communauté développent, si vous voulez, des stratégies, développent des stratégies pour continuer à vivre, des stratégies qui sont financières ou non financières. C'est-à-dire financières, l'étude, on va vous en parler lorsqu'on va développer les résultats. L'étude a eu à démontrer comment est-ce que la plupart vivent, par exemple, des aides financières. D'autres, par contre, ce sont des aides qui sont non financières. Et soit le voisin vous donne un peu de farine, vous lui donnez un peu de manioc, ou c'est soit vous allez travailler dans son champ pendant une semaine, et puis eux aussi viennent travailler dans votre champ. Vous allez suivre lorsqu'on va présenter le résultat. Vous allez voir que c'est autour de ça que les déplacés ont développé leur résilience. Être indulgent, je vais présenter rapidement les principaux résultats auxquels cette étude a abouti. Mais avant, j'aimerais dire un mot sur les sites de recherche pour situer un peu, contextualiser l'étude. Après, je vais passer directement aux résultats avec quelques illustrations des 10 sites. Donc, comme on l'a lancé, nous avons au niveau global, donc chaque pays devait se choisir 3 sites, 3 sites avec quelques critères, notamment la possibilité d'avoir un camp planifié, la possibilité d'avoir des déplacés en milieu urbain et ou mixte. Donc nous avons cogité et nous avons pu sélectionner ces 3 sites. D'abord Kinshasa, qui semble insolite, mais il y a les éléments qui ont mérité pour la sélection de ces sites, parce qu'en fait, à Kinshasa, nous avons une catégorie spéciale des déplacés. Donc je rappelle quand même que dans le cadre de l'étude, nous avons évité l'écueil idéologique, la distinction entre déplacés internes, réfugiés, etc.
Et donc, dans le cas du projet, toutes ces personnes sont appelées déplacées tout simplement. Donc, à Kinshasa, nous avons des déplacés qu'on appelle les refoulés, parce que la majeure partie, la grande cohorte, vient des refoulés des événements malheureux qui ont eu lieu au Congo-Brazzaville en 2014. Et bien sûr, vous vous souviendrez qu'on a dit, dans le cas du projet, nous avons étudié les déplacements prolongés, c'est-à-dire les déplacements qui surviennent au-delà de 5 ans. Donc, on ne pouvait pas nous intéresser aux autres catégories, notamment les Kamunansapu et à l'Équateur, là, il y avait les Eniel, etc. Donc là, nous sommes focalisés sur les refoulés de Brazzaville. Et donc, il n'y a pas de camps planifiés par rapport à, par exemple, à la situation qu'on trouve dans l'est du pays. Le deuxième site, c'est les territoires de Calais, dans les Sud Kivu. Et donc, en principe, tous les deux Kivu sont concernés vraiment par ce phénomène de déplacement prolongé. Et dans le territoire de Calais, au Sud Kivu, nous avons, beaucoup de localités sont concernées et nous avons sélectionné 3 sous-sites. D'abord, le chef-lieu du territoire lui-même, appelé Calais Centre, plus une petite agglomération qui est juste à côté, qui est appelée Youssi. Et d'ailleurs, avec le temps, si ça se développe, ça pourrait faire une conurbation, puisque c'est à 2 mètres l'une de l'autre. Et puis nous avons un deuxième sous-site à Nyabibwe et à Minova, près de Goma. Donc, dans ce territoire, il y a plusieurs déplacés qui proviennent des conflits armés, des conflits de terre, des conflits communautaires, mais et aussi des catastrophes naturelles. Alors, ce qui nous a aidés, disons guidés pour les choisir, c'est plutôt les catastrophes de 2014. Parce que je rappelle quand même que cette année, au mois de mai, je crois que c'était le 4 mai, deuxième catastrophe a eu lieu à Calais, dans les villages de Bouchouchou et Niamoukubi. Donc, l'histoire se répète. Et donc, c'est une région où il y a beaucoup au nord, il y a des éruptions volcaniques, mais au sud, il y a des éboulements des matières, disons, de terre et de pierres qui sont projetées dans le lac Kivu. Et bien sûr, il y a des camps planifiés. Il y a par exemple les camps Mobimbi et les camps Post à Minova. Il y a les camps Mouchemezo et Mounanira, les camps de Pygmée à Calais Centre même. Et beaucoup d'autres déplacés sont dans les familles d'accueil. Le troisième site, c'est le territoire de Massis dans le nord Kivu. Là également, nous avons sélectionné 2 sous-sites, même s'il y avait la possibilité d'en choisir plus. Mais il y a aussi l'accès, qui n'est pas aussi facile. Nous avons choisi l'agglomération de Rubaya, là où il y a l'exploitation artisanale du coltan, et puis la cité de Kichanga, le chef-lieu de la chefferie de Bachali, dans le Massis. Et là, principalement, il s'agit des déplacés qui proviennent des conflits armés. Donc, Massis, c'est juste les territoires voisins des Rutshuru, et donc c'est là où il y a toute la marmaille des groupes rebelles qui opèrent de ce côté-là. Et bien sûr, il y a aussi des conflits fonciers, parce qu'il y a un phénomène dans le Kivu où vous avez beaucoup de grands concessionnaires qui se sont accaparés les terres et les fermes laissées par les Grecs et les Belges. Et aujourd'hui, nous risquons, si le gouvernement n'ouvre pas les yeux, d'être demain, peut-être qu'on ne sera plus là, devant un phénomène malheureux, le phénomène malheureux qu'on appelle le phénomène des paysans sans terre. Ça, c'est les grands problèmes de Rutshuru et Massis. Et bien sûr, il y a des camps des déplacés planifiés, comme à Mongote, ou tout à côté, le camp Kae, mais qui n'a pas été repris dans l'étude parce qu'il est géographiquement situé dans le territoire de Rutshuru. Alors là, vous avez une carte qui illustre les pays, qui montre donc les pays, les 5 pays où le projet a été réalisé. On va la rappeler, c'est une étude comparative à l'échelle internationale. Donc vous avez 5 pays, la RDC, notre pays, l'Éthiopie, et plus au nord, là, vous voyez, il y a une petite pointe, merci, c'est le Liban. C'est un tout petit pays, vous voyez même sur la carte, elle est presque invisible. Là également, il y a beaucoup de problèmes de déplacement avec la guerre en Syrie.
il y a beaucoup de déplacés, en fait des réfugiés syriens qui vivent au Liban. Et puis plus à l'ouest, plus à droite, vous avez le Pakistan. Et il y a également beaucoup de problèmes là. Et à l'extrême droite, la Birmanie, l'ex-Birmanie en fait, qui est appelée aujourd'hui Myanmar. Et vous avez vu, si vous avez été un peu attentionné, dans les tableaux que Mme Clémentine a montrés, il y a parfois des données qui manquent pour la Birmanie. Pour la simple et bonne raison que, lorsqu'on a commencé les projets, d'abord quand on a commencé avec le Covid, on a fait beaucoup de réunions par Zoom, mais il y a eu un coup d'État en Birmanie qui a bloqué presque tout et qui a bloqué l'enquête. Donc, ils ont pu évoluer, ils ont pu faire des travaux en Thaïlande, puisque beaucoup de populations fouillaient, mais ils n'ont pas pu, il y a des étapes qui n'ont pas pu réaliser à cause du coup d'État qu'il y a eu en Birmanie. Alors, comme chose promise, chose due, nous vous montrons quelques illustrations. On a dit que l'enquête proprement dite avait commencé en 2021. Donc là, vous avez les premiers focus qui avaient été réalisés à Kinshasa au mois de juin. Là, je crois qu'on peut reconnaître, même si c'est un peu flou, quelques membres du GREC. C'était un focus group qui a été réalisé en Sélé avec les groupes de mamans. Deuxième illustration, ça c'est un focus group qui a été réalisé à Calais, centre même, dans le Sud Kivu en septembre 2021. On peut y reconnaître les points focaux de Sud Kivu, une dame qui est chef de travaux à l'ISP Bukavu, et d'autres collègues, je vois Alain, qui est assistant à l'ISTD Calais, qui nous accompagne dans cette recherche. Troisième et dernière illustration, avant de passer au résultat. Là, c'est un focus group qui a été réalisé à Rubaya, la cité minière de Massissi, avec le groupe de leaders communautaires. Et là, vous voyez de nouveau une vue du camp Mungote dans le Massissi. Alors, en termes de résultats, nous avons essayé de présenter les résultats en deux facettes, si vous voulez bien. La première facette concerne la vulnérabilité. Effectivement, lorsque vous êtes sur le terrain, que vous voyez, vous observez comment les déplacés vivent, effectivement, il y a lieu de montrer qu'ils vivent dans un environnement précaire. Et on vous l'a dit, l'étude, en fait, le projet essaie de corriger cela parce que dans on va dire dans la doxa humanitaire, c'est care and maintenance. Donc on vient, on stabilise, on entasse les déplacés, on distribue les bâches et puis on distribue des grains de haricots, de l'huile et c'est fini. Donc le projet voulait montrer qu'il faut qu'on aille au-delà de ce paradigme. C'est pourquoi vous voyez, alors ça c'est des résultats c'est une synthèse en fait du premier sondage qui a été réalisé en 2021. 72% des ménages sont exposés à la faim, c'est-à-dire que effectivement beaucoup de ménages n'ont pas suffisamment à manger. 57% des ménages des voisins sont affamés. Donc également au sein de la communauté, il y a des problèmes. Et justement, le projet questionne cette problématique. C'est pourquoi l'étude a proposé le concept de communauté affectée par les déplacements. Parce que lorsque les déplacés viennent, ça impacte. Il n'y a pas seulement un impact sur eux, sur leur propre vie, mais également sur toute la communauté. Et donc, s'il faut agir, n'est-ce pas, il faut agir sur toute la communauté. Donc, en fait, c'est la petite cérémonie de remise des certificats à tous les chercheurs du grec, dont moi-même le premier, qui ont eu à participer à cette étude passionnante. Donc, nos aînés sont là, le professeur Bouté là, et le doyen Meya. Ils vont nous remettre les 10 certificats. Donc, nous allons défiler devant eux. Et après, on fera une petite photo de famille avant de poursuivre la séance de l'atelier par la grande séance des film screening, comment on appelle ça, projection de films documentaires. Merci.
kimina, les candidats. La réalisation de films documentaires pour, disons, illustrer la problématique. C'est-à-dire, chaque équipe, chaque pays devait produire 1 à 2 films documentaires de 5 à 6 minutes. Un documentaire qui essaye de relater la vie des déplacés. Alors, en ce qui concerne la RDC, notre pays, nous avons organisé, d'abord il y avait un débat, on va organiser cet atelier où? À Kinshasa, à Calais ou à Massissi. Bon, lors de la première réunion annuelle, mais on a évolué, on a débattu, on avait résolu qu'il fallait choisir un endroit où il y a des facilités, n'est-ce pas? Parce que l'industrie, disons, les films, ça demande l'électricité, ça demande un certain nombre de choses, et la ville de Goma avait été choisie pour ce faire. Donc, du 13 au 22 juin 2022, l'année passée, nous avons organisé un atelier de films documentaires à Goma. Et avant cela, donc, on avait fait disons, un recrutement selon les normes. Donc, on avait fait comment on appelle ça, un casting. On a recruté 6 jeunes gens, dont 2 jeunes femmes, pour cette formation. Et la formation devait durer 12 jours. Et donc, il y avait 2 équipes. Une équipe qui devait filmer à Kichanga et une autre qui devait filmer à Goma, parce qu'il fallait toujours avoir ces 2 réalités, la réalité rurale et la réalité urbaine. Et donc les jeunes gens, on les a formés, on leur a appris ce qu'on faisait, et ils ont présenté des idées qui se sont matérialisées une semaine après en 2 films documentaires de 5 à 6 minutes. Le premier est intitulé « Stéphanie et ses poussins », qui a été tourné à Goma, dans la ville de Goma. Le deuxième est intitulé « Migration » et il a été tourné à Kichanga, dans le Massissi. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vais laisser la parole à mon estimé collègue, le professeur Delphin Kaembe, qui va non pas seulement présenter le film de la RDC, mais va également présenter les films des autres pays, notamment l'Éthiopie, le Liban et le Pakistan, je crois. Merci. La présentation qui sera faite avec la projection de films ne me donnera pas l'occasion de me mettre ici parce que de temps en temps, il faut appliquer le film, mettre les mots de passe. Je pense que vous pouvez peut-être me permettre de me mettre et je vais seulement commenter de manière assise. Donc, nous attendons que le projecteur puisse être activé parce que le film est déjà prêt. Là où elles peuvent être trouvées, toucher à la main nue et voir qu'est-ce qu'il va en faire. C'est le Liban, ce n'est pas Pakistan, ce n'est pas l'Égypte, c'est au Liban. Donc c'est pour nous dire que la vie des réfugiés et déplacés semble être identique partout. Heureusement pour le Liban, ici il y a la possibilité de recycler les bouteilles pour en faire autre chose. Alors c'est vraiment une matière prisée par... On a déchiqueté toutes les bouteilles. Ici on n'a pas retenu qu'est-ce qu'on a fait plus tard après avoir déchiqueté comme ça. Alors notre pauvre jeune ou enfant doit sillonner les rues du Liban. Il y a un groupe d'enfants qui s'étonnent qu'à cet âge-là qu'on soit en train de vouloir tenir. Mais les réalités ne sont pas les mêmes partout. D'une part il y a l'école, mais de l'autre c'est la survie.
Donc, moi, la moitié tout à l'heure, avant de la guerre, on va baisser moi du coup. C'est pas les cas-là, comme nous sommes tous sur la chaîne. Donc, il fait même l'objet des curiosités des autres quand on les voit parcourir. L'enfant aimait le foot dans leur milieu de logique. Il pratiquait les sports, mais il ne voyait pas l'avenir avec les sports. C'est vrai que les sports pouvaient l'aider à voyager d'une province à l'autre. Et lui était catégorique pour lui refuser cette façon de mener sa vie. À l'est de la République démocratique du Congo, c'est beaucoup de montagnes, une terre fertile, une atmosphère qui frise presque l'Europe. C'est pas trop chaud, c'est frais. Et nous allons faire entendre l'histoire des migrations. Inachukua 3 mois, 4 mois, parce que inaanzaka hapa ikishaota D'abord arrêter le film. Très bien. Puis les Grecs, le groupe de recherche et d'études stratégiques de l'Université de Kinshasa, a organisé un atelier des parties prenantes pour clôturer les projets PDE sur l'économie des déplacements prolongés. En fait, il s'est agi de montrer à la communauté le travail qui a été fait depuis 3 ans pour voir et montrer comment les déplacés vivent dans les communautés d'accueil. Bon, l'étude avait 2 volets. Il y avait un volet quantitatif et un volet qualitatif. Le volet quantitatif, on a pu atteindre plus de 3306 ménages dans les 3 sites de recherche, donc Kinshasa, Calais dans le sud Kivu et Masisi dans le nord Kivu. Le projet d'avenir? Bon, le projet d'avenir, c'est que nous allons maintenant, comme l'étude est bouclée, faire des... Bien sûr, on va écrire des articles et des ouvrages, mais à l'intention des autorités, ce qu'on appelle les policy briefs, des résumés exécutifs pour guider l'autorité. Parce que la question, la problématique du déplacement prolongé, c'est une question cruciale pour la République démocratique du Congo, notre pays. Vous savez, plusieurs causes sont là-bas de ces déplacements. Il y a les conflits armés à l'est, il y a les conflits intercommunautaires, il y a les conflits fonciers, mais aussi il y a des catastrophes naturelles, comme au sud Kivu. Donc, il faudrait que les autorités puissent être éclairées pour qu'elles prennent les décisions, les bonnes décisions pour pouvoir sécuriser les populations. Difficultés rencontrées? Plusieurs difficultés. Vous savez, la recherche au Congo est difficile. La première difficulté, c'est le financement. Le financement, est-ce que le gouvernement congolais finance les recherches? Point d'interrogation. Donc ça, c'est une première difficulté. Il y a beaucoup de chercheurs. L'Université de Kinshasa a au moins 2000 professeurs, mais les recherches ne sont pas financées. Deuxième difficulté sur le terrain, c'est l'accessibilité des sites de recherche. Donc partout où il y a des Congolais et des Congolaises, il faudrait que les chercheurs y arrivent pour pouvoir faire le travail. Et puis il y a d'autres difficultés liées notamment à la santé. Il y a des zones où il y a des maladies, n'est-ce pas? Et donc parfois les chercheurs sont exposés et il y a d'autres difficultés. Bon, juste 2 mots pour résumer. Les résultats montrent 2 choses. On va dire comme ça pour résumer. Quelque chose de négatif, c'est-à-dire les déplacés sont dans une situation de vulnérabilité, une précarité. Deuxième chose, c'est donc la face, comme la face des Janus. Donc, l'autre face, c'est que les déplacés sont résilients. Et c'est là où nous mettons un point d'orgue, puisque en fait, la vie doit continuer. Il faut donner l'espoir. Ce sont des populations qui ont besoin d'être accompagnées. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la responsabilité du gouvernement, parce que seul le gouvernement a le monopole de protéger ces populations. Donc, il y a des stratégies d'adaptation que les déplacés ont montrées sur le terrain qui méritent d'être documentées, nous allons le faire, mais qui méritent d'être soutenues et par les gouvernements et par les humanitaires et toutes les organisations internationales qui travaillent dans ce secteur.
La présence de la faculté à cette séance est en tout cas justifiée par l'encouragement d'un centre de recherche qui est basé à notre faculté, qui contribue aux problèmes de la société. Voilà que notre pays, la RDC, est confronté à ces problèmes réels de déplacés et ces déplacés doivent vivre parce qu'ils sont des personnes humaines. Et voilà que les scientifiques, par leurs recherches, mettent des éléments à la disposition des dirigeants et la faculté pourra se charger de faire un plaidoyer, même sans leur demande, pour que ce qu'ils ont fait parvienne aux autorités. Merci. Non, je ne martèle pas sur les femmes. Vous pouvez parler? Je vais marteler sur l'économie féministe. Donc, tout au long de l'étude, je ne vais pas revenir sur le contexte. Mon collègue José a bien expliqué. Mais vous avez suivi que tout au long des résultats présentés, les femmes sont au centre, sont des actrices principales de cette économie. Elles tiennent l'économie dans ce monde ou dans cette communauté de déplacements à longue durée par diverses activités informelles qu'elles développent. Nous les appelons activités informelles, mais elles tiennent aussi la communauté par tout ce qu'elles mènent comme action et cela fait vivre la communauté. C'est informel parce que bon, c'est pas comptabilisé, c'est pas connu, mais si on en tient compte, on va voir que c'est elles qui tiennent à la base cette économie locale. Est-ce que l'étude a... L'étude, comme on vous dit, c'est une étude. Hein. Une étude n'appuie pas. Une étude donne des orientations et qui, avec le plaidoyer, comme le doyen l'a dit, le plaidoyer des autorités, de ceux qui ont été là, peut faire que les pays puissent traduire en politique les recommandations données par l'étude. Il n'y a pas que la vulnérabilité, il y a la résilience. Ce projet que ces déplacés développent, des projets de résilience, ce sont des projets qui peuvent grandir, devenir même des programmes au niveau du pays, des programmes qui ne vont pas servir seulement les réfugiés et la communauté, mais des programmes qui peuvent servir tout un pays, toute une province. Prenez le cas de la maman Sophie, c'est maman Stéphanie avec ce poulet. Vous voyez que c'est dans une petite basse-cour qu'elle fait ça, mais quand le projet arrive à démontrer les avantages de ce projet, l'État peut s'y intéresser pour voir comment est-ce que, si une personne réussit, comment est-ce qu'une communauté peut réussir à développer des grands projets et nourrir presque même tous les pays de poulets qui sont produits sur place, au lieu de nous laisser avec des surgelés qui nous provoquent aujourd'hui beaucoup de cancers et consorts. Oui, par rapport à ce que j'ai participé à donner comme contribution, c'est commenter les films qui ont été montés par le projet, parce que c'est l'un des produits ou l'un des résultats pour lesquels le projet avait été mis en œuvre. Mais ce que je peux retenir de toutes ces projections, c'est que les déplacés ont un rêve. Alors, comme Mme Sangana l'a dit, le gouvernement peut prendre tous ces rêves-là, les transformer en termes de programmes, en termes de projets. Parce qu'il ne faut pas seulement faire les sapeurs-pompiers, on accueille les réfugiés quand ils sont venus et après on les abandonne. Est-ce qu'on ne peut pas travailler maintenant sur, peut-être au niveau des rêves? Et c'est là où le problème devient bien crucial. Et ça peut aider à faire la résilience, à bien encadrer la résilience, mais aussi à prévenir certaines autres causes qui amènent les déplacés à se retrouver dans l'errance. Qu'est-ce que j'ai comme sentiment? Mais c'est d'une grande satisfaction. Un sentiment qui montre que c'est possible avec les hommes. Si hier ils étaient des réfugiés, aujourd'hui ils peuvent être des entrepreneurs. C'est vraiment un grand sentiment de satisfaction. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.